Bienvenue sur Histoire de faire des cauchemars, des vidéos où je lis des histoires qui font un peu peur. Celle d'aujourd'hui ne fait pas un peu peur, elle fait très très peur. Et je la lis tout spécialement pour les soirées d'Halloween. Elle enregistre 5 trouillons sur mon trouillomètre. En fait, elle a même pété le trouillomètre avec ses quantités d'horreur et d'immondices. Alors, asseyons-nous, concentrons-nous et écoutons ensemble une histoire qui s'appelle Marée maudite. Chapitre 1. Tremblement. Rieux déboucha rapidement sa flasque de vodka, jetant un regard par-dessus son épaule, s'assurant que ses collègues ne le regardaient pas. Il versa une large rasade dans son café. Il essuya ses lèvres et remit une rasade de plus avant de reboucher la flasque et de la cacher dans la poche intérieure de sa veste en jean. Il préférait teinter son café avec du whisky. La vodka était plus discrète, sentait moins, lui permettait de cacher l'odeur d'alcool avec des cachous à la menthe qu'il mangeait du matin au soir. Il rejoignit ses collègues, qui s'étaient regroupés devant la salle de conférence du commissariat. La porte portait le signe rouge, salle, occupée. « Est-ce qu'on doit lui donner un chocolat chaud ?» demanda-t-il, sirotant son café. Il sentit avec délice la vodka réchauffer son estomac, apaiser pour un instant son besoin d'alcool. « On peut lui donner un coca au moins, je sais pas, ça boit quoi à cet âge-là ?» Ses collègues lui jetèrent des regards désapprobateurs. Il attrapa sa boîte à cachous, la secoua instinctivement, pressa la trappe et en jeta un dans sa bouche. Son supérieur sortit de la salle de conférence, accompagné des 2 gendarmes qui avaient trouvé la fille. Rieux l'aperçut, assise, tête baissée, ses longs cheveux bruns cachant en partie son visage. « Elle ne veut pas parler, » dit le supérieur au groupe. « Je peux essayer, » dit Rieux, en faisant tourner le cachou dans sa bouche. Le supérieur se tourna vers lui. Son mépris envers Rieux était évident dans son regard, pire encore que celui de ses collègues. « Je suis bon à ça, faire parler les gens. C'est tout ce que je dis. » Rieux avala le cachou comme une pilule, l'aida à passer avec une autre grande gorgée de café alcoolisé. Personne ne l'aimait dans son unité. Mais c'était vrai, il avait une qualité que les autres policiers n'avaient pas, une capacité à écouter et faire parler les interpellés les plus récalcitrants. Son supérieur donna un coup de menton vers la porte de la salle de réunion. « Essayez, Rieux. Il n'y a rien à perdre après tout. » Un grognement désapprobateur s'éleva du groupe. Son supérieur s'approcha de lui, jusqu'à se tenir à quelques centimètres de son visage. « Rieux, vous sentez l'alcool ?» lui murmura-t-il. « Bizarre ça, » dit Rieux, en souriant et jetant un nouveau cachou dans sa bouche. Il entra dans la salle de conférence et ferma la porte sur ses collègues. « Imbécile, » dit-il entre ses dents, puis se tourna vers la fille. Son supérieur avait laissé des feuilles de papier blanc sur la table et 2 crayons dont l'un avait la mine cassée. Les feuilles étaient vierges. Il posa son gobelet de café sur la table, tira une chaise pour s'asseoir, mais s'arrêta. « Oh là !» dit-il, quand il lui sembla que le sol sous ses pieds venait de trembler. « T'as senti ça toi aussi ?» La fille leva la tête et le regarda. Elle acquiesça timidement. « Eh ben, un tremblement de terre ? C'est pas tous les jours que ça arrive, pas vrai ?» Elle haussa les épaules. Elle continua de le regarder. « Tu permets ?» lui demanda-t-il, et s'assit sans attendre son approbation. Il reprit une grande gorgée de son café. Le café était devenu tiède, mais la vodka continuait à lui brûler la bouche, la gorge et le ventre. Le mélange de sensations lui plaisait. Il prit le crayon qui n'était pas cassé. « Lucie, c'est ça, hein ?» Elle haussa les épaules. « Allez, j'écris Lucie. C'est un nom comme les autres. » Il écrivit Lucie, traçant chaque lettre précisément sur la feuille de papier vierge. « Tu sais qu'on te cherchait partout, toi et ton frère. Vous avez créé une sacrée pagaille là d'où tu viens. Comment ça s'appelle encore ? Tranche quelque chose ?»« Trans-sur-mer, » murmura la fille. C'étaient les premiers mots qu'elle avait prononcés depuis que les gendarmes l'avaient appréhendée.
Rieux ne put s'empêcher de sourire devant ce premier succès. « Trans-sur-Mer, c'est ça !» dit-il en écrivant les lettres avec la même précision avec laquelle il avait écrit le nom de Lucie. « Et tu veux me dire depuis combien de temps ton frère et toi vous êtes partis de Trans-sur-Mer ?» Elle le regarda sans parler. « Ça doit être dur d'être sur les routes sans maison, en se cachant tout le temps. On en ramasse tout le temps des comme toi, des sans domicile fixe, qui ont fui la maison de leurs parents. On ne peut pas survivre longtemps dans la rue, tu sais ça ?» Il se rendait compte qu'il parlait trop et s'arrêta. « Tu sais où il est, ton frère ?»« Oui, dit-elle. » Il cocha une case imaginaire sur la feuille. « Tu veux bien me dire où ?»« Oui, dit-elle. » Puis elle se tut. La mine du crayon attendait sur la feuille. Il la regardait intensément. « Il dort à côté de moi, » dit finalement Lucie. Rieux gloussa et laissa tomber le crayon sur la feuille. « Tu m'as bien eu, va, cette bonne guerre, je t'en veux pas. » Son visage se tendit. Ses mains se crispèrent sur la table. La terre venait de trembler à nouveau, bien plus intensément que la première fois. Quand la secousse se termina, il se tourna vers la porte, s'attendant à voir ses collègues faire irruption dans la pièce pour évacuer le commissariat. Mais la porte resta fermée, et le commissariat était étrangement silencieux. « Quand ça se met à trembler comme ça, dit Lucie, c'est qu'il ne va pas tarder. » Rieux se tourna vers elle. « Qui ? Ton frère ?» Elle secoua la tête. « Non, lui. »« Lui qui ? » ?»« Lui qui a tué tous ces gens. Il ne va pas tarder. » Et après, elle haussa les épaules à nouveau, laissant en suspens les horreurs à venir. Chapitre 2. Trans-sur-Mer. Tout avait commencé lorsque Lucie avait retrouvé sa poupée sur la plage de Galets. Elle l'avait jetée dans l'océan 5 ans plus tôt, lorsqu'elle avait 7 ans et que son père venait de disparaître en mer. La poupée, c'était son père justement qui la lui avait offerte. C'était le dernier cadeau qu'il lui avait fait avant de devenir fou. Le père de Lucie était un pêcheur et un jour, il était revenu au port prétendant avoir vu un monstre géant nager autour de son bateau. Après ça, il ne retourna plus jamais pêcher. Il partait en mer tous les jours sur son embarcation pour trouver le monstre, peut-être le capturer ou le prendre en photo et prouver à tout le monde qu'il n'avait pas inventé cette créature extraordinaire. Dans leur village de Trans-sur-Mer, le père de Lucie devint la risée des villageois. Tout le monde se moquait de lui et du coup, les autres enfants à l'école et les autres femmes de pêcheurs regardaient Lucie et sa mère de travers, murmurant des mots cruels et gloussant sur leur passage. Un soir, le père de Lucie prit la mer et ne revint jamais. On ne retrouva ni l'homme, ni son bateau. Folle de rage contre ce père qui avait fait d'elle et de sa famille la honte de Trans et qui finalement les avait abandonnés, Lucie avait amené la poupée tout au bout de l'embarcadère et l'avait jetée dans les vagues à marée haute. Maintenant qu'elle avait 12 ans, elle serrait la poupée retrouvée contre elle. Elle sentait instinctivement que ces retrouvailles avaient un sens, mais elle ne pouvait pas exactement dire lequel. Elle regardait la poupée. Tous ses vêtements avaient été arrachés, volés par les eaux et les marées. Le corps et la tête de plastique étaient déformés, griffés, comme fondus, puis remoulés par un créateur fou qui aurait voulu en faire un monstre immonde. Elle la plaça dans sa chambre, sur le rebord de sa fenêtre. Elle écoutait sa mère qui râlait dans le salon, se plaignant de tout, de leur maison trop petite, trop sale, de sa vie trop longue et trop courte à la fois, de ce mari qui les avait abandonnés, lui laissant sur les bras une petite fille ingrate qui passait sa vie à déambuler le long de la plage et à ramener les poubelles que crachait l'océan sur les galets. Lucie s'endormit tout habillée. La dernière chose qu'elle vit fut cette poupée difforme, dont un œil ouvert, le seul des deux qui lui restait, l'observait depuis la fenêtre. Ce soir-là, Lucie fit un cauchemar terrible. Elle s'approchait d'un lit d'hôpital où râlait sa mère.
La pauvre femme était branchée à toutes sortes de tuyaux et de câbles qui la maintenaient en vie. Son drap verdâtre était souillé de grandes taches sombres. Peut-être du sang, peut-être quelque chose d'encore plus immonde. « Maman ?» dit Lucie en s'approchant. Sa mère se tourna vers elle. Son visage était tordu de douleur. Elle tendit un bras pour attraper sa fille, arrachant l'intraveineuse et projetant une giclée de sang sur le sol aseptisé. Horrifiée, le regard de Lucie fut attiré vers la tache rouge feu qui venait de marquer le sol gris. Elle se mit à crier. Là où le sang avait atterri, un bras visqueux, vert et écailleux sortait de sous le lit et se tendait comme celui de sa mère vers elle. Seulement, cette main-là, griffue, longue, irréelle, parvint à l'attraper à la cheville et la fit tomber d'un coup sec, puis la tira sous le lit, où l'attendaient des yeux énormes et une gueule grande ouverte. Lucie se réveilla en poussant un cri étouffé. Le soleil commençait à se lever. La poupée qu'elle avait laissée assise s'était allongée sur le rebord de la fenêtre. Son œil unique était resté ouvert, observant attentivement Lucie. « T'es une mauvaise poupée, toi, » lui dit Lucie, et jeta son oreiller sur la fenêtre, frappant la poupée dans le mille et l'envoyant voler par terre. Ce jour-là, à l'école, Lucie ne pouvait penser qu'à ce cauchemar et à cette poupée qui l'attendait dans sa chambre. Elle était tellement perdue dans ce mélange d'idées noires qu'elle ne se souciait même plus de toutes les méchancetés que lui faisaient subir les autres enfants. Elle avait trouvé un monstre plus terrible que les sales gosses de sa classe. En rentrant, elle passa chez Erwan, le jeune épicier qui avait repris la boutique de ses parents. Il avait été marin-pêcheur, comme tous les autres jeunes gens du village. Mais pour une raison que tout le monde ignorait, il avait renoncé du jour au lendemain à retourner en mer. Il était une des seules personnes à Trans à être gentil avec Lucie. Quand elle passait le voir après l'école, il lui offrait toujours de la nourriture, des fois même des jouets ou des magazines. Il parlait souvent de son père disparu. Contrairement aux autres villageois, il ne se moquait jamais de lui. Il en parlait chaleureusement et disait qu'il avait été un homme bon et généreux, ce qui agaçait Lucie et la réconfortait à la fois. « Je vais jeter cette sale poupée, » se dit Lucie en rentrant chez elle. « À la poubelle cette fois, pas dans la mer, pour plus jamais qu'elle ne revienne. » Elle la ramassa sur le sol de sa chambre. Elle soupira en regardant son visage difforme. Elle se souvint du visage de son père, de son sourire quand il la lui offrit. « Plus de cauchemars, ok ?» lui dit-elle, et la reposa sur le bord de la fenêtre. La poupée ne tint pas sa promesse. Le second cauchemar fut encore plus horrible et douloureux. Lucie mangeait des petits pains à la cannelle que lui offrait souvent Erwan. Elle était assise avec lui dans l'arrière-boutique. Il buvait un café et lui parlait de son père. Il s'arrêta au milieu d'une phrase et son visage se tordit de douleur. Lucie remarqua une perle de sang qui coulait le long de sa joue. Elle regarda au-dessus du jeune homme et vit que la main monstrueuse qui lui avait agrippé la cheville tenait Erwan par le scalp, enfonçant ses griffes dans son cuir chevelu. Lucie était pétrifiée de terreur et ne pouvait pas même crier. Le monstre, qu'elle pouvait maintenant voir dans sa totalité, leva Erwan au-dessus du sol. Elle découvrit que ce monstre était immense, repoussant, gris, écailleux et visqueux, et que, d'une certaine manière, il était aussi difforme que sa poupée. Comme elle, il n'avait qu'un seul œil, plein de rage et d'envie. Le monstre leva Erwan au-dessus de sa tête et le porta jusqu'à la grande marmite où l'épicier faisait bouillir les crabes. Il le jeta dedans. Erwan pataugea et hurla dans l'eau bouillante un court instant. Sa peau rougissait, cloquait et se détachait de son corps. Il poussa un dernier cri, coula dans le bouillon, puis se tut. Mais le cauchemar n'était pas fini. La créature ressortit le corps rouge vif de la marmite.
Tel un crabe, il écrasa le jeune homme qui était maintenant recouvert d'une carapace de crustacés bien cuit, bien rouge. Le monstre piochait dans la chair blanche et fumante qui dégoulinait de cette carapace en morceaux, puis la jetait dans sa bouche et la dévorait sous les yeux horrifiés de Lucie. Lucie se réveilla trempée de sueur, tremblante. La poupée la regardait bien sûr. « C'est toi qui m'as fait rêver ça !» lui cria Lucie. Cette fois-ci, elle n'hésita plus. Elle prit la poupée et la mit tout au fond de la poubelle dans la cuisine, creusant et poussant les autres ordures, la cachant sous des pelures de pommes de terre et des pots de yaourt vides, s'assurant que personne, jamais, ne puisse la retrouver. Elle se sentait déjà plus légère à l'idée que la poupée n'était plus dans sa chambre. Elle en sourit même. Mais ce sourire ne dura pas. Sur le chemin de l'école, elle s'arrêta devant l'épicerie. Un camion de police et une petite foule de villageois se tenaient devant l'établissement. Lucie se demanda ce qui se passait. « Le pauvre jeune homme !» lui dit Madame Romain, une vieille dame que Lucie connaissait bien. « Il a glissé et est tombé dans son bouilloire à crabe. Quelle horrible façon de partir !» Lucie était choquée, sans mots. Elle marchait comme un zombie vers l'école. Une petite phrase tournait dans sa tête. Le cauchemar était vrai. Elle cria. Ron, un vieux fou que Madame Romain appelait le fada, s'était mis sur son chemin comme sorti de nulle part. « On est tous maudits !» lui avait-il crié. « Tous les gars qui étaient sur le bateau, on partira tous comme lui, bouillis ou noyés. » Il sentait l'alcool et la sueur et d'autres odeurs qui rendaient Lucie nauséeuse. Elle partit en courant, le laissant crier derrière elle. « C'est ton père !» vociférait-il. « Il nous a tous maudits. Il nous a tous maudits !» Aller à l'école était impossible, pas dans son état de peur et de panique. Elle se rendit chez M. Grimm, où sa mère était femme de ménage. M. Grimm était un propriétaire de bateau de pêche et l'homme le plus riche de Trans. C'était aussi un homme dur et froid qui faisait peur à Lucie. « Qu'est-ce que tu fais là ? Tu devrais être à l'école. Et pourquoi pleures-tu » lui demanda Madame Grimm en lui ouvrant la porte. Madame Grimm était aussi la directrice de l'école. Lucie ne lui répondit pas. Elle vit sa mère se relever du sol qu'elle était en train de polir à quatre pattes et courut dans ses bras. Cela faisait très longtemps qu'elle n'avait pas été dans les bras de sa mère. Elle se serrait contre elle avec l'intention de ne jamais la lâcher, comme un marin en mer s'agrippe à une bouée pour ne pas se noyer. Le téléphone se mit à sonner. C'était justement M. Grimm qui appelait sa femme pour lui dire ce qui s'était passé dans l'épicerie. Madame Grimm raccrocha. Son visage était étrangement dur. Elle semblait plus contrariée qu'horrifiée, plus inquiète que triste pour le pauvre Erwen. La mère de Lucie la ramena à la maison. La pauvre enfant tremblait des pieds à la tête. Elle semblait prise de fièvre. Sa mère la mit au lit, mais Lucie refusait de dormir. On ne peut pas faire de cauchemar si l'on ne dort pas. Et si l'on ne dort pas, la créature ne peut pas tuer les gens dans les rêves. Sa mère dut retourner préparer le déjeuner chez les Grimm et la laissa seule. Lucie était allongée sur son lit lorsqu'elle entendit des bruits de pas venant de la cuisine. Elle pensait tout de suite à la poupée et se demandait si ce jouet démoniaque était sorti de la poubelle et se dirigeait vers elle. Sa rage contre la poupée et ce qu'elle avait fait à Erwen l'emportait sur la peur. Elle s'arma de sa crosse de hockey et descendit les escaliers qui menaient au salon. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle au jeune homme qui se tenait au milieu de la cuisine et semblait surpris de la voir. « Je ne te veux aucun mal, » dit le jeune homme. « Je suis là pour t'aider. Tu ne dois pas avoir peur de moi. »« Partez !» lui cria Lucie en brandissant sa crosse. « Je fais les mêmes cauchemars que toi, avec la même créature. Je t'ai vu dans l'un d'eux. La créature m'a envoyé à toi. Je dois te parler.
et peut-être te sauver. Lucie laissa retomber sa crosse et finit de descendre doucement les escaliers. Le jeune homme s'appelait Julien. Il lui dit qu'il était son demi-frère, que leur père avait eu une autre famille avant de rencontrer la mère de Lucie. Ils s'assirent à la table de la cuisine pour qu'il lui raconte son histoire. Le monstre hantait ses rêves depuis bien longtemps. Il avait appris à ne plus avoir peur de lui. Le monstre lui montrait des choses, l'aidait, le guidait. Je crois que ce monstre, c'est l'esprit de notre Père qui continue de vivre dans nos rêves. Lucie avait 1000 questions à poser à son frère. Et plutôt que de répondre à toutes, Julien lui dit d'aller à la librairie de son école. Demande-leur de te donner le livre que j'ai écrit. Il écrivit son nom sur un bout de papier. Julien, passant. Tout ce que tu liras dans mon roman, c'est réellement passé. Le lendemain, Lucie se rendit à l'école. Les autres écoliers la regardaient bizarrement. Elle se rendit compte qu'elle ne les craignait plus. La mort d'Erwan et la découverte de ce demi-frère secret l'avaient changée profondément. Elle se sentait libérée. Elle se rendit à la bibliothèque de l'école, où mademoiselle Merixtel Grimm arrangeait les nouveaux livres sur un présentoir. Elle lui demanda le roman de Julien Passant. Lucie sentit immédiatement le malaise de la jeune femme. « Il n'y a rien de bon pour toi dans ce livre, » lui dit mademoiselle Grimm. Elle ressemblait beaucoup à son père, mais n'avait pas sa méchanceté. Elle n'avait pas la froideur de sa mère non plus. Contrairement à tous les autres membres de la famille, mademoiselle Grimm était douce et timide. Lucie insista tant et si bien que la jeune femme lui donna le roman. Contrairement aux autres livres, il n'était pas rangé dans les rayons de la bibliothèque. Mademoiselle Grimm l'avait enfermé à clé dans un tiroir de son bureau. « Lucie ?» dit la jeune femme alors que Lucie s'apprêtait à quitter la bibliothèque, le livre sous les bras. « Toutes les vérités ne sont pas bonnes à connaître. » Lucie rentra chez elle et se mit à dévorer le roman. Elle comprit vite qu'il parlait de son père. Bien que les noms n'étaient pas ceux des gens du village, elle reconnut aussi Erwan, Monsieur Grimm, Ron le Fada et bien d'autres. Le livre racontait l'histoire d'un homme voulant prouver qu'un monstre marin vivait au large de Trance. Une nuit qu'il sillonnait l'océan sur son bateau de pêche à la recherche de la créature imaginaire, il vit une lumière briller sur l'eau. Se demandant si c'était là son monstre, il s'approcha et découvrit un des bateaux de Monsieur Grimm. À bord, Erwan, Ron, Monsieur Grimm jetaient à l'eau des barils de produits toxiques. Pris en flagrant délit, Monsieur Grimm se mit à paniquer. Ce fou allait dire à tout le monde ce qu'il avait vu. Il le tua d'un coup d'harpon sous les yeux terrifiés de ses complices. Il les força ensuite à mettre le corps dans l'un des barils et le jetèrent dans l'eau, puis coulèrent son bateau. Les mains de Lucie tremblaient de peur et de colère. Ces hommes avaient tué son père. Elle continua à lire. Le narrateur du roman, qui n'était autre que Julien lui-même, se mit à être guidé dans ses rêves par une créature monstrueuse qui lui révélait, de cauchemar en cauchemar, toute la vérité sur le meurtre de ce père qu'il avait à peine connu. Lucie ne pouvait plus lire. Elle posa le roman sur le lit. Elle ferma les yeux. Elle n'avait plus peur du monstre. Elle voulait voir, elle aussi, ce qu'il avait à lui dire, et quelle serait sa vengeance contre ceux qui avaient détruit leur vie. Elle rêva de Madame Grimm. Dans le livre de Julien, Madame Grimm avait dit au jeune homme de ne jamais parler de ses rêves à quiconque. Elle était donc complice de son mari. Dans ce cauchemar, Madame Grimm descendait les escaliers de chez elle. Un bruit visqueux se fit entendre. Madame Grimm se tourna et n'eut pas le temps de crier. La créature lui brisa le cou et jeta son corps inerte au pied de l'escalier. Quand Lucie se réveilla,
Elle savait que Madame Grimm était réellement morte. Elle descendit dans la salle à manger et alla dans la cuisine. Elle prit la poubelle et, poussant les pelures de pommes de terre et les pots de yaourt vides, elle déterra la poupée monstrueuse et la ramena dans sa chambre. Elle s'assit sur le bord de la fenêtre et se jura de ne plus jamais s'en séparer, du moins, jusqu'à ce que la vengeance de son père fût terminée. Chapitre 3. Julien passant. Les cauchemars de Julien s'étaient intensifiés. L'esprit de son père, le monstre, la créature, peu importe le nom qu'il lui donnait, lui montrait de plus en plus de choses. Il l'avait conduit chez cette sœur, Lucie, dont il connaissait l'existence, mais qu'il n'avait jamais eu le courage d'approcher. Maintenant, il la voyait souvent. Ils se rejoignaient secrètement le long des falaises de Trance et se racontaient leurs cauchemars. Madame Grimm était bien morte, exactement comme l'avait rêvé Lucie. Tout le village pensait qu'il s'agissait d'un bête accident, d'une chute dans les escaliers. Lucie et Julien savaient qu'elle avait été punie par la créature et que M. Grimm ou Ron seraient les suivants. Julien attendait Lucie en regardant l'océan. Quelque part dans cet horizon reposait le corps de son père, prisonnier d'un baril de poison toxique. Lucie arriva en courant. Julien détecta tout de suite la peur dans le regard de sa petite sœur. Elle serrait contre elle cette poupée hideuse qu'elle amenait partout avec elle maintenant. Que s'est-il passé? Est-ce que M. Grimm est mort? Lui demanda Julien. Non, dit-elle, essuyant une larme sur sa joue du revers de la main. Je me suis endormie en classe et je me suis mise à rêver. La créature m'a montré autre chose de terrible. Ils avaient tous les deux froid. Julien retira son manteau et le mit sur les épaules de sa sœur. Elle reprenait son souffle, essayant de lui raconter ce qu'elle venait de rêver. Ça s'est passé après l'enterrement de Madame Grimm. J'étais dans la pièce avec eux, je pouvais tout voir, mais eux, ils ne me voyaient pas. Julien acquiesça. Il enfonçait sa tête dans ses épaules. Le vent glacial l'empêchait de se concentrer sur les mots de Lucie. Il lui montra l'ancien phare abandonné sur les bords de la falaise, et ils y coururent pour se mettre à l'abri. Ils s'assirent ensemble sur les marches d'une ancienne cage d'escalier. Le phare n'avait plus de toit. Les gouttes de pluie fine continuaient à leur tomber dessus. « Raconte », Julien demanda à sa sœur. Elle raconta son rêve. Mérixtel et son père étaient rentrés ensemble du cimetière après l'enterrement de Madame Grimm. Mérixtel était dévastée. Elle voulait parler à son père, lui dire qu'elle ne pouvait plus garder ce secret qui les détruisait un à un. D'abord, Erwan est mort, et maintenant maman, et la petite Lucie qui me demande le livre de Julien Passant, avait dit Mérixtel. La petite Lucie, hein, avait dit M. Grimm. Si elle veut revoir son père, celle-là, je peux l'y aider. Arrête, l'avait supplié Mérixtel. Elle voulait aller à la police, continua Lucie. Elle voulait tout dire. Son père s'est fâché tout rouge, puis il s'est calmé, et il leur a préparé à manger, une soupe. Ils se sont assis à table, et il lui a demandé si elle était toujours sûre de vouloir aller à la police, et elle a dit oui. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Rien. Il lui a juste servi la soupe calmement. Elle lui a dit bon appétit. Elle a mangé une cuillère ou deux, puis elle s'est arrêtée. Elle est devenue toute rouge, et elle s'est mise à tousser. Sa gorge s'est gonflée, elle ne pouvait plus respirer. Il lui a dit « Toujours aussi allergique aux crustacés. Quel dommage !» Et puis, la tête de Mademoiselle Grimm est tombée sur la table. Elle était secouée comme si elle avait le hoquet. Julien regardait sa sœur. Elle essuya une seconde larme. Elle était gentille, Mademoiselle Mérixtel. Il a juste regardé mourir. Et quand elle bougeait plus, il s'est mis à manger sa soupe, comme si de rien n'était. Et toi, tu t'es réveillé? Non, le rêve n'était pas fini. Je l'ai regardé vider son assiette. Il l'a même essuyé avec un bout de pain, pour ne pas en perdre une goutte. Puis il a appelé Ron au téléphone. Il l'a appelé le Fada. C'est pour ça que je suis sûr que c'était Ron. Il lui a dit qu'ils auraient des nouveaux paquets envoyés au fond de l'eau
et qui lui donnerait plein d'argent comme autrefois, qu'ils iraient ce soir à minuit sur le bateau. Et là, mademoiselle Grimm est tombée de sa chaise par terre, et sa langue était énorme, et ses yeux sortaient de sa tête. Et je me suis réveillée, et les autres élèves dans la classe me regardaient parce que j'avais crié. Julien raccompagna sa sœur chez elle, puis rentra dans la petite chambre qu'il avait louée juste au-dessus de l'épicerie. Il l'avait louée là pour observer Erwan, mais il n'avait jamais souhaité la mort du jeune homme. Il ouvrit la porte et sentit une odeur étrange, une odeur de pommes de terre et d'oignons refroidis. « Ah, la soupe !» murmura-t-il. Les volets étaient fermés. Ses yeux s'accoutumèrent à l'obscurité. Il vit Monsieur Grimm assis dans un vieux fauteuil à côté du lit. « C'est toi qui as mis des idées idiotes dans la tête de la pauvre Lucie. C'est dommage, l'écrivain. C'est du gâchis. » Grimm donna un coup de tête impératif. « Vas-y, le fada, fais-moi ça bien. » Julien se tourna pour voir à qui Grimm venait de donner un ordre. Ron se tenait derrière la porte. « On est maudit, petit, » dit-il, en brandissant un lourd maillet de bois. Il le laissa retomber sur la tête de Julien, qui tomba au sol, anéanti. Julien se réveilla dans un vrombissement de moteur. Un cocktail d'odeur de mazout et de poisson lui donnait la nausée. Le sol tanguait. Il ne pouvait ouvrir qu'un seul œil. L'autre était collé par du sang séché. Il voulait râler, mais resta silencieux et immobile. Il était sur le pont d'un bateau en mer. Il bougea discrètement ses bras, ses mains. Il n'était pas ligoté. Probablement que Grimm et son compagnon le pensaient mort. Il bougea la tête légèrement pour mieux observer le pont du bateau. Monsieur Grimm et Ron portaient le corps d'une femme dont les cheveux et le visage étaient couverts de sang. Il reconnut la mère de Lucie et se demanda si elle était, comme lui, encore vivante. La question n'eut vite plus aucune importance. Ils la plongèrent dans un baril rempli d'un liquide huileux et noir. Ron referma le baril et ils le jetèrent par-dessus l'eau dans l'océan. À leurs pieds, Julien vit une masse mobile. Il fit de son mieux pour ouvrir son second œil. Sa tête le lançait. La douleur était telle qu'elle lui donnait elle aussi la nausée. S'il vomissait, les hommes se rendraient compte qu'il était encore vivant, et probablement, il le finirait. Monsieur Grimm donna un petit coup de botte au paquet à ses pieds. C'était Lucie, et elle était vivante et attachée. « Mets-moi ça dans un baril, » dit Grimm. « Désolé, petite. Ce soir, on met fin à cette affaire. » Alors que Ron était en train de retirer le couvercle d'un des barils, Grimm jeta un filet de pêche à l'eau. « D'ailleurs, en parlant de faire table rase, tu bois trop, tu parles trop, le fada. »« Hein ?» eut le temps de dire Ron, pendant qu'une corde se déroulait à toute vitesse et rejoignait le filet qui coulait à grande vitesse dans l'eau. « Je l'ai bien lesté, mon gars. Tu vas aller vite au fond. » Ron fronça les sourcils. Grimm lui enfonça un crochet de métal dans la jambe. « Bon voyage, le fada, » lui dit-il. Et la corde attachée au crochet se tendit un instant et entraîna Ron dans les grands fonds. « Il a coulé comme un caillou, l'imbécile, » dit Grimm, en se penchant par-dessus la rambarde pour admirer le spectacle. L'océan était houleux. Les vagues noires frappaient l'embarcation. « Il n'y a plus que toi et moi, petite. Mais c'est le moment de nous dire au revoir. » Il se pencha et attrapa les mains ligotées de Lucie et la traîna vers le baril qu'avait préparé Ron. Julien décida que c'était le moment de se lever. Il fit un effort monumental pour se redresser sur ses jambes et faire face à Grimm. L'homme parut à peine surpris de le voir là devant lui. « Ah, t'es encore vivant, toi. Je ne veux pas dire du mal de toi, mais t'es dans un sale état. » Grimm attrapa un harpon, le même qu'il avait utilisé pour tuer le père de Lucie. Julien fit un autre effort monumental pour sourire. « Y a un truc qui te fait rire, l'écrivain ?» Grimm ajusta sa prise sur le harpon, s'apprêtant à finir le travail qu'avait bâclé le fada. « Oui, » dit Julien. Grimm fronça les sourcils, comme Ron avant lui. « J'ai déjà été là, » dit Julien, « plusieurs fois même. Je sais comment finit ce rêve. » Grimm s'apprêtait à dire quelque chose, une de ces blagues macabres, une insulte peut-être. Il ouvrit la bouche, mais resta silencieux.
Ses yeux pivotèrent vers la surface du liquide noir dans le baril. Quelque chose émergeait doucement. Une tête, des épaules, des bras. Il lâcha le harpon et un cri de terreur résonna dans la nuit. La créature attrapa Grimm et l'entraîna avec elle dans le baril, l'immergeant dans les eaux toxiques qu'il contenait. Les jambes de l'homme gigotaient comme deux points d'exclamation ridicules et frénétiques. Ses mouvements de panique firent vaciller le baril, qui finit par tomber sur le pont. Une vague, plus menaçante que les autres, inclina le bateau à un angle impossible et dangereux. Julien accourut vers sa sœur et la tira hors de la trajectoire du baril, qui roulait vers la rambarde à grande vitesse. La rambarde fut pulvérisée. Le baril tomba dans l'océan, puis coula, entraînant avec lui le meurtrier, le monstre et la malédiction. Chapitre 4. Adieu, Rieux. Rieux regarda les feuilles de papier devant lui. Elles étaient entièrement noircies de mots et de phrases. Il regarda le crayon dans sa main. Il avait écrit toute l'histoire que venait de lui raconter Lucie, mais il ne se souvenait pas d'avoir été enfermé dans cette pièce. Il lui semblait avoir été à Trans-sur-Mer avec elle et son frère. Il lâcha le crayon et se frotta les yeux. « Vous vouliez voir, je vous ai montré. Je contrôle de mieux en mieux les choses quand je suis ici. » « Ici? Où? » ?»« Dans un rêve. Avec lui. »« Qui? » ?»« Mon père. Le monstre. »« Et écoute, dit Rieux, je suis fatigué là. » Il prit la flasque dans la poche intérieure de sa veste en jean. Il la déboucha, essaya de boire. Rien n'en sortit, pas la moindre goutte, même s'il ne se souvenait pas de l'avoir vidée. Il la lâcha, et elle rebondit sur le sol sans se briser. Il agrippa les accoudoirs de son siège. Une nouvelle secousse, pire que les précédentes, fit trembler la pièce. Les murs gris semblaient se liquéfier et faire des vagues irréelles. La table bascula, et les feuilles racontant l'histoire de Lucie se répandirent sur le sol. La seule chose qui semblait parfaitement calme et immobile dans la pièce, c'était Lucie justement, qui restait assise sur son siège, comme si le monde autour d'elle n'était pas en train de s'effondrer. « Il est là, » dit Lucie. Quelque chose frappa fermement la porte, puis la frappa à nouveau. « C'est impossible, » murmura Rieux, en se levant et en s'éloignant à reculons de la porte. « Ce sera rapide. Vous ne souffrirez pas, » lui dit Lucie. « Je vous promets. » La porte sortit de ses gonds, tomba. Il était là, le monstre des rêves de Lucie, hurlant de rage et d'envie. Il tendit ses longs bras écailleux vers Rieux, puis se jeta sur lui. Rieux poussa un cri strident qui s'évanouit doucement. Lucie ouvrit les yeux. Julien dormait encore à côté d'elle, comme elle l'avait dit à Rieux. Le jour se levait. Un soleil rougeoyant brillait à travers les rideaux de la chambre. Ils avaient une fois de plus trouvé une maison vide, étaient entrés en cassant une vitre, avaient dormi dans une chambre d'enfant, l'un à côté de l'autre. Julien se tourna vers elle et ouvrit ses yeux à son tour. Il lui sourit. « Tu as rêvé toi aussi ?» Elle acquiesça. « Tu veux m'en parler ?» Elle secoua la tête. « Il était là, avec toi, comme d'habitude ?» Elle haussa les épaules, comme elle l'avait fait avec Rieux, quand il lui posait tant de questions dans cette salle glaciale du commissariat. Ils se levèrent rapidement, prirent leur sac à dos. Lucie attrapa sa poupée monstrueuse. Elle avait passé la nuit assise à les regarder sur le bord d'une fenêtre. Elle l'a mis au chaud contre elle, sous son blouson. Ils quittèrent la maison à l'aube. Lucie avait laissé une note pour les propriétaires. Elle l'avait écrite au crayon papier, sur une feuille blanche. Elle l'avait posée par terre, devant la vitre qu'ils avaient brisée. « Pardon », avait-elle écrit, traçant chaque lettre, tout comme Rieux, précisément. C'est la fin de notre histoire.
Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt sur Histoire de faire des cauchemars.